Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui on va parler d'AutoGPT qui est un chat GPT autonome et qui arriverait à penser par lui-même, entre gros guillemets. On en parle juste après l'intro, c'est parti. Alors les amis, aujourd'hui on va commencer avec un article de 01net qui nous parle du coup de AutoGPT, donc c'est quelque chose qui fait pas mal parler, j'ai vu pas mal d'articles dessus. Donc en fait c'est une initiative d'un développeur qui s'est servi de plusieurs modèles de langage, on va dire, pour essayer de créer une IA beaucoup plus autonome, on va dire. On reviendra un petit peu plus dans le détail, mais voilà, mais vraiment apparemment c'est un vrai step. En tout cas au niveau de la, je dirais au niveau de la démarche intellectuelle, il y a pas mal de choses que ça change. Donc voilà, même le créateur de ChatGPT, enfin l'un des fondateurs d'OpenAI a vraiment reconnu que c'était un petit peu la direction qu'il fallait prendre, on va dire, avec les IA. Ensuite, on va enchaîner, toujours sur la thématique de l'IA. On va rapidement dépeindre, voilà, je ne sais pas si vous le savez, mais en Italie, du coup, OpenAI a eu des blocages. Donc là, la situation est en train un petit peu de changer et du coup, ils ont mis certaines conditions, on va dire, donc l'équivalent de la CNIL un peu italienne, pour pouvoir redébloquer OpenAI. De toute façon, pour être honnête, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même pas mal de gens qui contournaient ça via des VPN. Donc je pense que voilà, leur action reste quand même très limitée. Et du coup, voilà, ça tend plus vers de la discussion. Ensuite, on va parler d'un article de Clubic, Google et Android, du coup, qui mettent en place une nouvelle feature qui va vous permettre de gagner pas mal de place sur vos smartphones. Et donc un mode archivage, vous allez voir, qui est plutôt bien fichu. On parlera, alors j'ai découvert, je ne connaissais pas, et donc merci à Margot d'ailleurs de m'avoir fait découvrir de m'avoir fait découvrir ce site Uzbek Erika, et donc pas mal d'articles très très cool sur le digital, et il y en a un qui a un peu retenu mon attention, qui sera plus quelque chose, alors c'est pas de l'actu, mais c'est plus, on va dire, une espèce de discussion que j'aimerais bien qu'on ait tous ensemble. Et donc cet article dit pourquoi l'entreprise du futur va devoir se dédigitaliser. Et c'est un article que j'ai trouvé hyper intéressant. Un poil pointu, mais honnêtement c'est assez intéressant, et donc on en parlera. Et ensuite je vous parlerai d'une newsletter qui a été mise en place par PicBeam récemment, que je voulais faire un petit highlight sur cette newsletter, qui est alimenté par Manu, qui est ici présent, je pense, dans le chat. Et voilà, une newsletter très très cool sur la Jamstack. Donc voilà, pas mal d'actualités aussi qu'on ira voir à l'occasion de cette... donc c'est la numéro 2, parce qu'il y a une première qui a été lancée la semaine dernière. Je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un petit highlight dessus. Et après, j'ai quelques petites ressources que je vous partagerai. Et une actu aussi un peu croustillante sur les sites de charme. Voilà les amis. On commence sans plus tarder avec cette première actu de 01net. Alors je lis dans le chat Xavier Nocode qui nous rejoint, coucou à toi. Olivier, là en voiture, rappelez-vous la voiture avec le chauffeur robot de Total Recall. Ah, j'imagine que c'est par rapport à AutoGPT que tu parles de ça. Signe, je vous laisse, je dois utiliser les 3 coquillages. Non, je déconne, j'ai réuni. A plus, Signe, merci d'être passé. Alors, on commence du coup, les amis, avec ce premier article. Je lis rapidement pour que vous ayez un petit peu le contexte, et puis on échange là-dessus. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un vrai progrès? Est-ce que ça devient dangereux, l'IA? Est-ce qu'on est en train de franchir une limite? Est-ce que... Voilà. Et j'ai vu Atomistic, coucou à toi également, qui met encore de l'IA. Je suis désolé, hein, mais malheureusement... Moi-même, j'aimerais bien essayer de parler d'un peu d'autre chose, mais... J'avouerai qu'il n'y a pas, voilà quoi, sortie de l'IA aujourd'hui, l'IA et puis les frasques de l'ami Elon Musk, ça alimente quand même beaucoup les réseaux, donc j'essaye au plus de vous épargner ça, mais il y a toujours un ou deux articles qui traînent quand même, qui me semblent intéressants à échanger, à discuter, etc. On peut pas trop passer à côté de ça. Alors du coup, cet article, il y a quelques semaines, alors j'espère que je vais pas écorcher son nom. Toran Bruce Richard, un développeur de jeux vidéo, a lancé le projet AutoGPT sur GitHub.
Le développeur, qui se fait appeler Significant Gravitas en ligne, décrit AutoGPT comme une application expérimentale open source visant à ce que GPT-4, la dernière mise à jour du modèle linguistique derrière ChatGPT, fonctionne de manière entièrement autonome. Le projet repousse les limites de ce qui est possible, avec l'IA. Peut-on lire sur les pages de GitHub. Donc là, on a une espèce de tweet en fait qui montre vite fait le principe, comment ça fonctionne, etc. Concrètement, l'intelligence artificielle est capable de gérer une tâche de A à Z sans l'intervention d'un être humain pour la guider. Pour ça, cette déclinaison de ChatGPT accède à Internet pour rechercher et recueillir des informations utiles et s'appuie ensuite sur le modèle GPT-4 pour générer du texte et du code. Enfin, l'IA se sert de GPT 3.5, la précédente version du modèle linguistique, pour stocker et résumer des fichiers. Pour traiter les tâches longues et complexes, AutoGPT compile donc plusieurs modèles de langage. In fine, l'humain n'intervient plus dans le processus de création après la requête initiale. Donc vraiment, il y a une requête de base qui est donnée, et ensuite, lui, il va se servir de différents modèles de langage pour... visiblement, il arrive à créer ses propres prompts, etc. quoi. Donc, toute l'action humaine, en fait, toute l'action qui était demandée par l'homme, aujourd'hui, il n'y a plus nécessité, quoi. Coucou Merliot, coucou à toi. JP qui met Elon Musk on BBC. Ah oui, il y est passé. Oui, j'ai vu une vidéo, mais j'ai pas... je suis pas allé voir ça, mais je sais pas s'il y a une actu par rapport à ça. Si vous avez des actus, les amis, que moi je n'ai pas forcément présenté, voilà, ça peut m'arriver de passer à côté. Évidemment, n'hésitez pas à les partager et on recherchera ça, on discutera ensemble avec plaisir. Donc du coup, AutoGPT se distingue de ChatGPT par sa capacité à s'auto-évaluer. C'est ça qui est vraiment la différence visiblement par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'alors. Au cours d'une tâche, l'IA peut analyser la manière dont elle travaille afin de s'améliorer. Pendant la phase de recherche, AutoGPT se rend par exemple spontanément compte qu'il doit s'assurer que des sites web consultés sont fiables. Il a cette capacité à se dire ok, est-ce que mes sources sont bonnes. De plus, il a conscience des limites de sa mémoire et du coup l'IA va automatiquement enregistrer les données essentielles utiles à la suite de son projet dans un fichier. Donc il y a vraiment un niveau d'abstraction un peu au-dessus, là où avant c'était un truc bête et méchant en mode voilà, qui répondait à son algo, mais qui avait un petit peu moins conscience de certains paradigmes, on va dire, comme les limites de sa mémoire, le côté fiable des sites, etc., etc. Cette prise de conscience améliore considérablement la rétention d'informations de ChatGPT, parce que là, c'est quelques exemples, mais il y a plein d'autres choses comme ça qui sont améliorées. C'est en partie grâce à cette mémoire accrue que l'IA arrive au terme d'un projet sans qu'un programmeur ne vienne la recadrer. Tac. Donc, ils disent que le créateur s'est d'abord servi de l'IA pour améliorer un morceau de code, le tester, et répertorier les résultats dans un fichier. Il a aussi demandé à AutoGPT de se renseigner sur une liste de sujets en parcourant des articles de presse sur le web avant de lui présenter un résumé. Donc en fait, il y a cette notion aussi de recherche en ligne. C'est pas spécifiquement en fait limité. Et ça, je pense que d'ailleurs l'ouverture de ChatGPT à des plugins, je suppose que ça a dû ouvrir certaines features, j'en sais rien, mais en tout cas, il est capable d'aller chercher de l'info fraîche, ce qui est un petit peu ce qui est déjà voilà, quelque chose d'encore plus avancé. Et donc, alors, je voulais voir où est-ce qu'ils expliquaient en gros. Ouais, ils disent que. Ouais, alors, je reviendrai sur le paragraphe précédent, mais pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ils disent donc que pour que AutoGPT se charge d'une tâche, l'utilisateur doit lui donner un nom, lui assigner un rôle précis, donc à la tâche, et lui expliquer ce qu'elle doit faire en 5 objectifs. Ça, c'est la première étape, et du coup, cette première étape permet de décomposer un long processus. L'IA se met à réaliser chacune des tâches une à une, jusqu'à ce que le processus soit complet et terminé. L'utilisateur ne doit théoriquement pas intervenir dans le procédé. En vérité, il arrive parfois que l'IA tourne en boucle et génère des tâches inutiles dans le processus, parce que voilà, c'est encore un peu améliorable, quoi. Donc pendant le processus, AutoGPT demande la permission de passer à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'avant, en fait, vous auriez vous-même tapé une première chose, et puis après, vous auriez continué à taper pour arriver à vos fins, mais c'est vous à chaque fois qui intervenez. Or là, en fait, vous donnez une liste de tâches, une espèce d'objectif avec des étapes intermédiaires, et lui, de lui-même, il peut comme ça progresser. Alors vous avez moyen quand même de valider au fur et à mesure pour être sûr que ça va dans le bon sens, mais en théorie, ça tourne tout seul, quoi.
Donc du coup, effectivement, durant le processus, AutoGPT demande la permission de passer à l'étape suivante, ce qui permet à l'utilisateur de surveiller l'avancement de la tâche. Le développeur a inclus un mode continu qui autorise l'IA à progresser en toute autonomie, mais il ne le recommande pas trop parce que voilà, il y a des risques que l'IA tourne à l'infini, ce genre de choses. Donc ça, c'est un peu sur le principe. Alors du coup, il y a eu des exemples concrets, il y a des gens qui sont un peu emparés de ça vu que c'est open source et qui l'ont testé. JP, j'ai une réunion, je file, mais au fait, bien ton épisode sur FTTD. Merci beaucoup, JP, très cool. Content que tu l'aies écouté. Ah oui, c'est vrai, c'est carrément bien. Ben, merci beaucoup. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pu en savoir un petit peu plus sur le web créatif. Sachez que la vidéo est disponible sur YouTube et puis également IFTTD sur toutes les plateformes de podcast, vous les trouverez quoi. Merci en tout cas. Du coup, des exemples concrets de ce qui s'est passé. Donc, de nombreux internautes sont intéressés au projet. À l'aide de tutoriels proposés sur GitHub, ils ont fait tourner AutoGPT sur leur propre ordinateur. D'après les témoignages apparus sur Twitter, l'IA est capable de réaliser des études de marché complètes, écrire des livres de recettes, donc toute la partie recherche, rédaction, formatage, imaginer de nouvelles startups en analysant des données. Et donc on a un témoignage qui met c'est fou, il a créé une liste de recettes, une liste d'ingrédients exotiques, une introduction et a commencé à écrire le livre. Donc ça c'est un internaute qui témoigne pour avoir testé un peu l'outil. D'autres internautes sont plutôt servis AutoGPT pour tenter d'automatiser le trading et le trading dans la crypto-monnaie. Trading de crypto-monnaie, en s'appuyant sur les capacités de l'IA, il s'adapte automatiquement aux transactions réalisées aux conditions du marché dans le but de dégager des bénéfices. Après, il tempère un peu en disant que les résultats ne sont pas parfaitement probants, mais que voilà, il y a quand même du mieux. Donc dernière chose avant d'en conclure là-dessus, le succès colossal d'AutoGPT gagne des utilisateurs à une vitesse fulgurante depuis son lancement et ça a attiré du coup l'attention de pas mal de grands du secteur de la tech. Donc comme je vous disais effectivement l'un des cofondateurs d'OpenAI qui a témoigné effectivement, qui dit que vraiment que c'est une évolution qui lui paraît logique par rapport à tout ce qui se passe en ce moment au niveau de l'IA. Et du coup, d'après certains testeurs du programme, AutoGPT est une nouvelle étape vers l'intelligence artificielle, l'objectif ultime d'OpenAI. Il s'agit d'une IA capable de fonctionner à la manière du cerveau humain en évoluant et en s'adaptant aux tâches qui lui sont confiées, même si elle n'est pas programmée pour celle-ci. Donc cette notion d'apprentissage, on va dire, par elle-même et de progresser, on va dire, et de pas être cantonné uniquement, entre guillemets, à l'algo qui l'a défini, quoi. Qu'elle puisse, en fait, d'elle-même se créer de nouvelles tâches, etc. etc. Margot dit à Mixit, on a une conf super intéressante sur ChatGPT. La dev disait que ChatGPT ne donne pas forcément les bonnes réponses, mais les plus probables. ChatGPT est montré comme une révolution grâce au buzz autour de lui, plutôt que vraiment l'avancée technologique qu'il offre, car d'autres outils sont plus anciens et ont fait la même chose. Oui, alors, de toute façon, encore une fois, ça c'est un peu comme le métavers. Je pense que il y a un gros effet marketing et communication, mais clairement, je pense que ce genre de choses était déjà accessible depuis pas mal de temps par des professionnels, des scientifiques, des gens un petit peu du milieu. Là, le côté un peu impressionnant, c'est surtout que c'est ouvert au grand public et que à peu près n'importe qui aujourd'hui peut avoir accès à ce type d'outils. Après, exactement ce que dit Xavier NoCode, la différence, c'est le mass market. Après, donc sur la réaction que tu disais, attends, j'ai perdu la ligne. La dev disait que ChatGPT ne donne pas forcément les bonnes réponses, mais les plus probables. Ouais, de toute façon, alors c'est pas un truc qui est, je dirais, une espèce de formule magique. Hein. C'est vraiment là où moi je trouve que c'est le plus impressionnant, tu vois, c'est pas tant vraiment quand je lui posais une question style moteur de recherche. C'est plus après en termes de reformulation, je trouve que vraiment c'est là que c'est un vrai assistant et un vrai plus, c'est que notamment quand tu fais de la rédaction, quand tu fais des comptes rendus de réunion, ce genre de choses, ça reformule relativement bien. Donc si après tu utilises cette fonctionnalité sur laquelle l'algo est très performant et que tu la combines à d'autres choses, style
du speech to text par exemple, le fait de convertir une conversation audio en texte, ben, du coup combiner les deux te permet par exemple de faire un résumé d'une réunion, tu vois. Voilà, donc ça c'est plus moi sur ça que je trouve que c'est impressionnant. Mais là le fait de se dire que ben, AutoGPT peut se créer ses propres prompts et avoir un peu de recul sur les paradigmes sur certaines choses, ça élève d'un cran, on va dire, ça monte d'un cran par rapport à ce qu'on attend d'une IA aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Je lis. C'est grâce à leur interface que ça a démocratisé l'outil. Elle axée sur l'aide quand tu es développeur. Non, mais c'est sûr, le côté interface, UI et tout, c'est très très cool. Mais même, je pense qu'au-delà de ça, je sais même pas si de base, imaginons que tu es tech, je sais même pas si tu avais accès à ce genre de technologie déjà avant que ça sorte. Même si c'est en ligne de commande ou autre, moi j'avais jamais entendu. Olivier qui dit clair, il y a le wow effect, surtout il y a une grosse base de données que d'autres n'ont pas. Tout à fait. C'est une bonne application du big data en surface. Xavier NoCode qui dit carrément, mais c'est suffisant pour en faire une révolution. N'importe qui peut l'utiliser. Le bouleversement est réel. Mes parents pourraient demain, s'ils veulent, se mettre à utiliser l'IA. Ouais, non, mais voilà, c'est de toute façon. J'allais dire c'est un très grand classique, le côté comme tu disais mass market, c'est-à-dire quelque chose qui existe déjà, on va lui mettre un joli packaging, on va mettre un peu de communication là-dessus, on va parler de révolution et voilà, on va mettre quelques mots un peu savants là-dedans, et t'inquiète que les moutons que nous sommes vont être impressionnés, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Voilà. Un peu théorie des complots de dire ça, mais bon, c'est pas grave. Manu qui met sur le dev, c'est assez ouf. Tu décris ce que tu attends d'une fonction, même en galérant à expliquer ce que tu veux, et il te donne la fonction qui va bien. C'est du TDD++. Ouais, c'est ça. Non, mais sur des choses relativement simples. Relativement précises, on va dire. Il est très performant. Après, tu vois, c'est plus le côté où tout le monde est là en mode l'IA va nous envahir et tous les robots qui débarquent. Ça, sans avoir une espèce de prise de conscience et de hauteur comme on peut avoir nous humains, la capacité à analyser des choses en fait, et à analyser des situations, voilà. L'IA est 100 fois meilleur sur des tâches bien précises, mais après pour avoir des réflexions connexes, essayer d'avoir des prises de conscience, essayer de faire des liens, etc., c'est là où ça pêche encore, et c'est là que voilà, ça reste quand même des programmes, des algos qui tournent, quoi. Margot qui met, elle dit que c'est une évolution, pas une disruption. En fait, voilà, juste pour partager ce qu'une dev qui travaille dans l'équipe IA tire comme conclusion sur ChatGPT. Et d'ailleurs, sache que je ne savais pas, parce qu'il y a une personne qui est à la direction, je crois, d'OpenAI. Attends, je ne veux pas dire de conneries. Mais je crois que la personne qui a la tête... je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, c'est une femme d'ailleurs. Et je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. OpenAI directrice, je sais plus qui c'est. Et en fait, j'étais étonné parce qu'en fait, la nana, on t'entend jamais parler d'elle. C'est ça. C'est justement sur Uzbek Erika que j'ai découvert. Mira Murati, je ne connaissais pas du tout cette personne. La face cachée modérée d'OpenAI, très discrète directrice de la technologie d'OpenAI, a supervisé le déploiement des intelligences artificielles DALL-E et ChatGPT. Voilà, c'est cette personne. Je ne la connaissais pas. Donc voilà. C'est cool parce que la tech j'espère, enfin j'ai l'impression que la tech commence à prendre conscience un peu de l'équilibre homme-femme, et ça c'est vraiment mortel. On n'est pas que des gars. Merci beaucoup pour le follow, les petits pédestres. Coucou, merci beaucoup. OpenAI, c'est... Alors attends. Mokuji qui dit OpenAI, c'est un bel exemple de startup qui va plus vite que les gros Google, Microsoft, qui ont pourtant la même tech en Internet, mais n'ont pas vu l'intérêt. Attends, en Internet ou en interne, t'as voulu dire? Je ne sais pas. Mais oui, clairement. Ben, après, c'est-à-dire que quand tu es dans une grosse structure comme ça, t'as pas la mobilité et la capacité, je dirais... Ouais, en interne, je me doutais que c'était ce que tu voulais dire. T'as pas la même
la même mobilité, tu as d'autres contraintes, que ce soit des contraintes RH, que ce soit voilà, des enjeux, parce que bah, tout ce que tu fais, c'est à grande échelle. Et donc, voilà, moi je l'ai connu, par exemple, j'ai bossé dans un groupe bancaire, où justement, ben, en gros, il était question de refondre des dizaines de sites vitrines pour des banques. Et ben, par exemple, j'avais poussé l'idée de la Jamstack, enfin, au moins d'étudier, tu vois, le sujet. Et en fait, ben, eux, ils m'ont dit... texto, c'est trop innovant pour nous. Voilà, c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est trop innovant pour nous, quoi. Et parce que quand tu es dans des groupes comme ça, alors, modulo dans quel secteur tu es, parce que je pense que Google et Microsoft, eux, c'est un peu le contraire, c'est des gens qui poussent un peu l'innovation, mais quand tu es dans des grands groupes comme ça, ben, les gens peuvent pas en fait, voilà, par exemple, demain, imaginons, tu vas te lancer sur une techno genre Angular, tu vas former je sais pas combien de personnes à Angular, et finalement, ben, le secteur évolue et 6 mois après, tu te rends compte qu'en fait, c'est sur React qu'il faut aller et que tout le monde va sur React. Et ben, si tu veux, c'est compliqué de reformer tes trucs, etc. Enfin, reformer tes trucs, reformer tes... Désolé, je n'ai pas les yeux en face des trous. De reformer tes collaborateurs, etc., etc. J'avais pas le mot. Donc voilà, d'autres enjeux qui font que ils sont souvent à la traîne et ils se retrouvent des fois avec des trucs à maintenir, des trucs en Pascal ou en je sais pas quel langage de notre temps, quoi. Mais bon, voilà, hein, ça fait partie du jeu. Je pense que ChatGPT... Alors Manu qui dit, je pense que ChatGPT est très fort pour sublimer les compétences de quelqu'un, en fait. À mon avis, ça va favoriser énormément les profils généralistes, certes. Certes, après, je réfléchis à la phrase en même temps que je parle. Très fort pour sublimer les compétences de quelqu'un. Ouais. Alors, après, il y a aussi que là, actuellement, technologiquement, on a un peu pris de court, tu vois. Mais je regardais l'autre jour, c'est quand je préparais la matinale, j'ai vu par exemple un thread sur la question, un thread Twitter sur la question de l'utilisation justement de ces IA pour du SEO, de la rédaction d'articles. Et genre le mec, alors bon, il faudrait que je vérifie ma source, etc., que ce soit pas un truc en mode claqué au sol juste pour faire parler de lui, mais visiblement de ce que disait la personne, il montrait un peu des graphiques, il montrait ses analytics et tout, et il disait que en fait là maintenant Google détectait quand c'était quelque chose quand c'était quelque chose de généré via IA. Et donc il avait l'air d'en conclure que c'était pas foufou, tu vois. Donc je me dis qu'il y a de plus en plus aussi d'outils qui vont venir contrebalancer un peu ça et donc à voir si effectivement tu pourras purement te cacher derrière une IA pour générer ton contenu, ou est-ce que non, en fait ça sera plus possible et on favorisera la création de contenu original par un humain, quoi. Salutations, dit les petits pédestres, coucou à toi. Tic-tac, je reprends, je suis un peu à la bourre sur le chat. Les grands groupes, alors Olivier qui dit les grands groupes sont des paquebots qui naviguent lentement. C'est un peu la conclusion que j'en ai aussi. Mokuji qui il pousse la monétisation au max, ils ont vu ce qu'ils pouvaient vendre avec l'IA. Exactement. Je pense que ça, c'est un truc, de toute façon, on l'avait vu de venir. Hein, il y a une interview qu'on a faite de Bastille, justement, c'était il y a quelques temps maintenant, et où on parlait de design et d'intelligence artificielle. Super vidéo d'ailleurs, je vous invite à aller la voir évidemment. Et où grosso modo, alors on disait que c'était très très cool machin, et au bout d'un moment, Bastille dit mais après, par rapport à l'avenir de tout ça, sachez les amis qu'un jour faudra payer, quoi. Là pour le moment c'est gratuit, mais c'est des choses qui vont très très probablement devoir être rentables financièrement, parce que géré par des grands groupes, et parce que surtout ça coûte très très cher de faire tourner tout ça, quoi. Donc oui, là je pense que c'est un peu je dirais la technique Netflix, quoi. C'est en mode on crée un service, on le rend accessible au plus grand nombre et facile, et une fois que les mecs sont dépendants, eh ben let's go, on en retire les bénéfices et puis on a la maîtrise sur le prix, quoi. Donc voilà. Voilà les amis. Tac. Qu'est-ce que j'ai... Regarde déjà combien de temps ça a mis Microsoft pour migrer Hotmail sur Outlook, des années. Et oui, complètement Olivier. Non, mais de toute façon, après voilà, encore une fois, modulo, les entreprises qui sont vraiment dans le secteur de la tech, si le GAFAM qui eux pour le coup au contraire prônent le côté il faut que ça bouge, il faut que ce soit, il faut être innovant.
J'en referme du coup sur cet article. Ce que je vous propose, c'est que celui-ci, on va se le garder peut-être pour la fin si on a du temps, pour pas enchaîner que sur de l'IA, parce que j'avoue que comme vous, moi j'en ai un peu marre de l'IA. On va directement passer à cet article, article Clubic sur une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs Android qui vous permettrait de libérer de la place sur votre smartphone. Donc apparemment c'est quelque chose qui existe déjà sur OS, enfin sur macOS, pas macOS mais sur comment ça s'appelle, bon, pour les utilisateurs iPhone quoi en gros. Donc je vous lis ça rapidement. Bonne nouvelle, les utilisateurs Android qui voient leur espace de stockage proche de la saturation. Ah, j'ai oublié le pour. Bonne nouvelle pour les utilisateurs, pardon. Google annonce en effet le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité d'archivage automatique des applications similaire à la fonction décharger les apps inutilisées sur iOS. Cette fonction va permettre de vider entre guillemets certaines applications afin de récupérer du stockage sans pour autant supprimer les applications concernées. Pour ce qui est du fonctionnement, une fois que l'utilisateur a validé cette fonction, l'archivage automatique peut permettre de libérer automatiquement jusqu'à 60% de l'espace de stockage d'une application, et cela sans supprimer la présence de l'application, ni même les données de l'utilisateur sur l'appareil. Donc voilà, c'est vraiment un mode, j'allais dire un mode veille, mais en gros, c'est vous ne supprimez pas véritablement votre... je me rends compte que je n'ai pas ouvert mon... Comment ça s'appelle ? Mon tableau de bord Twitch, du coup ça me perturbe. Donc vous ne supprimez pas véritablement l'application, vous la gardez un peu en tâche de fond, mais par contre, jusqu'à 60% de mémoire libérée, c'est quand même énorme sur l'ensemble des, je pense, sur l'ensemble des applications que vous pouvez avoir sur votre téléphone. Donc voilà pour cette petite info. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre ? L'icône de cette dernière reste présente sur le smartphone mais affiche un petit logo en forme de nuage. Lorsque l'on souhaite utiliser à nouveau l'application, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante pour télécharger à nouveau et reprendre là où on en était. Donc voilà, là on a un exemple de l'état dans lequel l'état un peu, je dirais, en pause, enfin je sais pas comment on peut dire, mais en gros un état archivé qui est proposé du coup par Android. Alors attendez, je me connecte rapidement sur mon tableau de bord Twitch. Et j'ai cru voir, attends, il y a une notification. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est abonné là? Désolé, j'étais dans mon truc. Il m'a semblé entendre. Ah bah non, j'ai rêvé. My bad. Tac. Donc, ensuite... Google précise toutefois que toutes les applications Android ne seront pas compatibles avec cette fonctionnalité, celle-ci étant réservée aux applications publiées au format App Bundle. Alors ça, j'ai pas trop compris ce que c'était le format App Bundle. Est-ce que c'est un format d'application particulier ou qui répond à une norme? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je suppose, c'est que après, ça va être une question de temps pour que chaque application s'adapte un peu à cette feature-là. Mais grosso modo, ça va être plutôt pratique une fois que tout le monde sera update de se dire que vous pouvez comme ça garder certaines applis un peu en mode archive et surtout de ne pas perdre les données, quoi. Ça, j'avoue que c'est une feature assez intéressante. Et apparemment, ça existait déjà sur iOS, mais perso, j'avais pas... je n'en avais pas conscience, j'avais pas forcément vu passer le truc. Donc voilà. Du coup, donc petite actu. Je sais pas si vous aviez des petites choses si vous avez des choses à réagir un peu là-dessus. Si vous êtes plutôt Android ou iOS, vous dans votre usage quotidien, si ça va vous changer quelque chose. Mais en tout cas, vous avez l'info. Ah Xavier, en tout cas, ça a l'air de te plaire. Donc je suppose que tu es plutôt utilisateur Android. Olivier iOS, ok. Bah, je sais pas si tu connaissais la feature, mais moi si qui suis aussi iOS, j'avais jamais vu passer ça. Du coup, on enchaîne avec un article de Uzbek Erika, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, que j'ai trouvé super intéressant. Donc je ne connaissais pas du tout ce site, mais franchement il y a quelques pépites en termes d'articles que j'ai trouvé pas mal du tout. Alors ça concerne du numérique, de la tech, mais pas que. Il y a vraiment, c'est assez vaste. On peut regarder ça d'ailleurs. Tac. Uzbek Erika, donc voilà, il y a un peu de tout au niveau de l'actualité, mais c'est quand même très orienté tech. Et il pose souvent des questions, des dossiers un peu d'ordre général.
que j'ai... ah, ça commence à troller Android iOS. Que j'ai trouvé assez cool. Et donc, par exemple, il y avait cet article sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne ensemble. Pourquoi l'entreprise du futur va devoir se dédigitaliser? Très, très intéressant, vous allez voir leur point de vue. Donc il faut se projeter, hein, je vous préviens, c'est pas voilà, c'est plus hypothétique, on va dire, c'est une question ouverte, mais quelque chose qui va nous concerner, nous qui travaillons dans le digital. Donc depuis plus d'une décennie, il est un mantra indiscuté dans le monde de l'entreprise, la transformation digitale. Numéum, le syndicat professionnel de l'écosystème numérique en France, a confirmé une croissance du secteur de 7,5% en 2022 et projeté une croissance de 5,9% en 2023. Prenons l'hypothèse au sérieux, ancrons-la dans le réel, nécessairement matériel, ce réel, car le digital n'a rien de dématérialisé ou de virtuel. Donc eux, ils se disent, ok, tout le monde doit se digitaliser, essayons d'étudier les impacts que ça va avoir dans le vrai monde, dans IRL donc. Et essayons de se projeter par rapport à ça. Il dépend en grande partie de l'extraction de minerais. Un smartphone, par exemple, mobilise une cinquantaine de métaux, dont pas moins de 21 jugés critiques, indépendamment d'une hypothétique disponibilité géologique. Il faut tenir compte des risques économiques, sociaux et gouvernance. Les contestations sociales liées à la dégradation des lieux de vie et de la biodiversité, les tensions géopolitiques autour de l'exploitation des sols et des ressources naturelles, les régulations environnementales, les politiques publiques et protection de l'habitat limitent en réalité la quantité de composants exploitables par les industries. En somme, miser sur leur disponibilité et leur accessibilité perpétuelle est une chimère. Donc l'idée c'est ça, c'est de se dire, ok, on veut digitaliser toutes les entreprises, on veut que le numérique soit un petit peu partout. On essaye de stopper le papier au profit du digital. Mais concrètement, on se rend bien compte que pour pouvoir faire fonctionner tout ça, il y a nécessité d'avoir des devices, d'avoir des ordis, d'avoir des téléphones, des choses comme ça. Et on voit bien qu'en termes de ressources, en fait, on arrive un petit peu... on voit le mur arriver, quoi. Et visiblement, il y a beaucoup de choses. Donc, je vais pas lire tout l'article, mais en gros, pour vous donner les grosses idées, dans ce paragraphe-là, ce qu'ils essayent d'argumenter, c'est de se dire, ok, concrètement, dans la vraie vie, on voit qu'il y a plein de choses qui vont intervenir, qui vont faire que potentiellement, on ne pourra plus construire dans le futur ce type de composants. Pire, les innovations présentées comme incontournables dans la nécessaire transition écologique de nos sociétés, donc la voiture électrique, les énergies éoliennes, le photovoltaïque, sont aussi avides de ces composants. Donc en plus de nos devices, en plus de nos ordinateurs, de nos téléphones, il faut savoir que il y a d'autres appareils qui vont venir grignoter encore plus ce type de composants dont on a besoin. La question de la sobriété n'est donc désormais plus La question de la sobriété n'est désormais plus la conviction de quelques initiés, c'est devenu un enjeu stratégique incontournable au cœur de la survie des industries. Donc voilà, la question de la sobriété, c'est un truc, sobriété numérique, c'est quelque chose auquel on a eu droit notamment avec l'électricité pendant cet hiver où on a eu vraiment un petit peu peur qu'il en manque. Mais au-delà de l'électricité, visiblement, de tout ce que dit l'article, il va être question de sobriété, déjà, ne serait-ce que pour les appareils, pour pouvoir les produire, quoi. Dans ce futur, contraint par la disponibilité limitée des minerais, un mouvement vers la frugalité digitale semble s'imposer. Celle-ci vise à réduire le nombre d'appareils digitaux produits et à allonger au maximum leur durée de vie, ainsi qu'à promouvoir une utilisation peu consommatrice d'énergie et de ressources. L'appareil digital durable et des comportements adaptés sont donc un enjeu d'avenir. Voilà, ça c'est ce qu'ils disent. Xavier qui met dans le chat, il y a énormément de soucis d'acquis sociaux derrière cette question. La totalité de nos acquis sociaux provient du fait que le télétravail est automatisé, machinisé. Alors, ça j'avoue que je ne sais pas. Donc de ton point de vue, le télétravail est quelque chose qui s'est vachement, trop démocratisé, quoi. C'est un peu ton point de vue là-dessus, quoi. Je continue vite fait l'article. L'une des premières options qui sont... le travail, pas le télétravail, le travail. Je sais pas pourquoi j'ai vu le télétravail.
La totalité des données provient du fait que le travail est automatisé, machinisé. Ouais, d'accord, ok. Autant pour moi. Alors voilà, ça c'est un peu aussi ce que dit l'article au début, c'est qu'on essaye en fait au plus de digitaliser des choses qui ne l'étaient pas auparavant, le côté automatisation, etc. Et donc, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que ça intervient de plus en plus et on essaye de mécaniser de plus en plus, quoi. Mais là, on arrive peut-être en fait au terme de quelque chose et surtout, quand il n'y aura plus de quoi produire en fait des appareils, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est ça un peu la question qui est posée ici. Et donc ils disent, l'une des premières options qu'on pourrait entrevoir, donc ils parlent du BYOD, du Bring Your Own Device, qui consisterait à ce que chacun apporte son propre équipement au travail. Cette pratique donne la disponibilité aux employés d'utiliser leur ordinateur de travail au sein de l'entreprise et d'éviter théoriquement de multiplier leur consommation individuelle de supports digitaux. Mais la mesure n'est pas sans contrainte, le matériel personnel ne comporte pas toujours les qualités suffisantes pour supporter les logiciels d'entreprise et les volumes de données à stocker. Le recours massif au cloud permet de contourner cette problématique, toutefois, la frontière ténue entre contenu et usage personnel d'une part et professionnel d'autre part constitue un risque accru pour les deux parties. Sur le plan de cybersécurité, forcément, c'est un peu limite. Donc après, ils émettent d'autres hypothèses. Typiquement, ils disent est-ce qu'on ne pourrait pas aussi entrevoir en fait un nombre de ressources qui soient allouées aux entreprises, c'est-à-dire qu'une entreprise achèterait un nombre d'ordinateurs et après en fait les gens ils viendraient, ils l'utiliseraient pendant un temps dédié, exactement comme par exemple dans le milieu industriel, les gens qui font les 3-8 et qui utilisent une machine en fait les uns après les autres. Donc ça c'est aussi une hypothèse, je vais pas lire tout l'article parce qu'il est assez long, mais en gros c'est une autre hypothèse qu'ils émettent. Et après qu'est-ce qu'ils mettent Ouais, voilà, c'est ça. Il deviendra peut-être urgent d'arbitrer l'allocation des supports digitaux au niveau macroscopique. Alors ça, c'est une question encore plus haut niveau, c'est de se dire, effectivement, si on se projette et qu'on dit qu'on ne peut plus produire d'appareils digitaux, peut-être qu'il va falloir allouer en fait la disponibilité des minerais, ce genre de choses, pour certains secteurs plutôt que d'autres. Par exemple, ils disent que la technologie contribue parfois à sauver des vies humaines et à éviter des catastrophes de grande ampleur. Du coup, il y aura peut-être une question de se dire, est-ce qu'on va favoriser, par exemple pour le milieu médical, ok, on est d'accord de digitaliser, mais il y en a d'autres qui n'en auront peut-être pas besoin, et donc voilà. Du coup, bon voilà, je vais pas. L'article est quand même relativement long. Moi, j'avoue que hier j'ai trouvé ça super cool, mais j'ai vraiment pris le temps de le lire. Je vais vous partager, n'hésitez pas à aller voir ça. Mais bon, quid de qu'est-ce qui se passe effectivement si demain on ne peut plus produire d'appareils, on est dans une situation de sobriété qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez prêt à porter votre propre équipement par exemple en entreprise pour travailler dessus? Est-ce que quelles seraient vos solutions selon vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de continuer à travailler? Parce que finalement nous demain si on n'a plus d'appareils ou d'électricité ou autre, on est au chômage, quoi. Xavier qui met, il y a un énorme souci. Mais j'ai mal lu. C'est Mokuji, pardon. Le BYOD pour l'IT, c'est ingérable. Ouais, moi la question que je me pose, si tu veux, c'est comment est-ce que tu vas gérer déjà en termes de RGPD, en termes de protection des données. Alors là, laisse tomber parce que ton ordi personnel. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être pire de se faire voler, je pense, son smartphone que de se faire voler son portefeuille, tu vois, parce que tu as vraiment tout sur ton smartphone, pour la plupart des personnes. Et du coup, quid effectivement de cette gestion des données, aussi comment cloisonner, parce que tu as beaucoup d'entreprises par exemple qui t'interdisent typiquement d'aller sur tel ou tel site, donc là ça serait plus le cas. Donc je suis assez d'accord avec toi Mokuji, au niveau de l'IT, au niveau de la partie infogérance, ça serait compliqué. Olivier qui met en Suisse, on a les résultats de la réduction de la consommation demandée en 2022. Gaz, baisse de 15% demandée. Résultat, baisse réalisée de 15%. Électricité, 10% demandée. Résultat 4. L'augmentation des factures électriques a commencé cette année. D'accord. Mokuji en pénurie, les prix flambent. La consommation baisse. Le recyclage va se débloquer. Alors, ils en parlent du recyclage. Dans l'article, il y a un moment où ils disent... Alors, attendez...
Je ne l'ai pas forcément surligné, mais voilà. Ils disent le recyclage fréquemment utilisé comme une solution clé pour soutenir les besoins grandissants des métaux bute lui aussi sur un écueil majeur. Son exécution entraîne une perte inexorable de matière et les métaux intégrés à des alliages sont difficiles à récupérer. Donc en gros l'idée c'est sûr que c'est quelque chose qui est plutôt une bonne pratique, mais by the way à terme tu auras quand même une limite qui arrivera, tu retardes un peu le truc, mais en réalité voilà, de ce que je comprends de l'article c'est un peu ce qu'ils disent quoi. Tac. Donc Lily Monade qui met utiliser le matos qu'on a déjà et basta en fait, arrêter de renouveler tous les ans. Ouais, c'est sûr que... alors après voilà, c'est vrai que le côté... tu le vois, hein, regarde, t'achètes un ordi Apple, genre 2-3 ans après, t'en sortent un nouveau avec une nouveauté, puis il faut toujours plus de puissance, etc. Et ça pousse énormément la consommation quoi. Manu qui met, je pense que les boîtes comme Fleet justement apportent un début de solution. Ah, Manu a trouvé la solution. On va chercher ça ensemble. Fleet, aide-nous. Fleet.co, entreprise spécialisée dans la location et... Oui. Sauf erreur de ma part, c'est pas par eux qu'on passe, nous, justement, pour la location de matos. Équipé Miokoda. Oui, c'est ça. C'est une boîte qui fait du... C'est un genre de SaaS un peu de la... comment ça s'appelle Ah là là, j'ai perdu mes mots. C'est un genre de SaaS, mais pour tout ce qui est parc informatique, c'est ça, si je me trompe pas. Avec Fleet, ne louez pas uniquement des ordinateurs ou des téléphones, mais accédez à un ensemble de services pour en finir avec les tracas et la gestion de l'IT. Device as a service. J'adore ça quand ils inventent des mots. Ils partent de SaaS et puis ils te font des dérivés. Avec Fleet, vous ne louez pas uniquement... D'accord, équipé au qu'est-ce que... À l'instar des SaaS, le DaaS promeut l'usage plutôt que la possession. Alors ça va te régler peut-être des soucis de coût, de gestion financière. Mais pour autant, ça reste, de mon point de vue, t'as un device pour une personne. Donc à l'arrivée, c'est toujours la même chose. Ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, tu peux recycler ton parc et donc tu es toujours au fait, tu n'as pas besoin d'acheter du matos, tu le loues en quelque sorte. Mais pour autant, si tu es toujours dans l'optique d'être à la pointe de ce qui se fait, tous les ans ou quoi, tu continues à recycler, tu as toujours ce truc de création de matériel, quoi. Sony qui met le BYOD avec une session à distance, ça se fait beaucoup. D'accord. Déjà, je pense que c'est une pratique qui doit se faire aussi beaucoup dans le côté, pour tout ce qui est, comment ça s'appelle, freelance, etc. Je suppose. Mokuji qui dit pour gérer des parcs informatiques, c'est impossible à gérer. Il faut un minimum d'homogénéité au parc déjà. Olivier qui met des batteries sans lithium et autres terres rares sont en cours de développement. Batteries au carbone, on peut booster aussi ces innovations. Ouais, bon après... Il faut aussi compter peut-être sur des innovations, des choses des avancées, on va dire, pour pouvoir éviter de toujours prendre le même type de ressources. Tac. Waouh, j'arrive pas à tout lire, je suis désolé. Manu qui me confirme. Fleet, c'est ce qu'on utilise à PicBeam. Ouais, il me semble bien que c'était ça. Limonade, ça solutionnera pas le problème, attention, mais c'est déjà un gros coût en moins de garder son matos vieux. Non mais c'est sûr. De toute façon, c'est le côté ultra, je dirais ultra, tu vois, de changer. Enfin, je pense que la moindre action déjà qui peut freiner est déjà une bonne chose. On parlait de recyclage tout à l'heure. C'est peut-être pas la solution à terme, mais déjà ça peut être bien mieux pour réduire en fait le souci quoi. Merci beaucoup Foumor qui nous rejoint. Hello à toi. Tac. Je regarde si je suis désolé, j'espère que j'ai pas oublié des commentaires. N'hésitez pas à respam si jamais j'en ai raté. Atomisty, allez hop, pair programming pour tout le monde et c'est réglé. Ouais. Bon après, pair programming, je réfléchis. Le problème c'est que du point de vue de l'entreprise, deux personnes qui travaillent sur un seul et même projet, est-ce que tout le monde va être d'accord? Je ne sais pas. Bon, écoutez, c'était une question un peu existentielle, je le reconnais, mais de temps en temps j'aime bien essayer de poser une brique dans la mare. On dit pas ça, on dit un pavé dans la mare, pardon.
et s'interroger un peu sur cette question de la sobriété numérique qui est fort intéressante et qui risque de nous arriver et donc potentiellement plus de matinale quoi. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Je pense que c'est ça le vrai impact. Voilà, on enchaîne les amis. Je vous laisse un petit peu sur toutes ces réflexions là. N'hésitez pas à aller lire l'article vu que je l'ai partagé. Et je voulais vous partager ce matin du coup et faire un petit highlight, ça tombe bien que tu sois là Manu, sur une newsletter qui a été mise en place par Picbeam. Donc je vous partage mon écran, ça s'appelle La Tartine et c'est fort intéressant. Donc c'est une newsletter qui est apparue, ça fait combien? Ça fait une semaine ou deux, hein, vu qu'on en est à l'épisode 2 ou 3 de mémoire. Et donc du coup, voilà, je voulais vous montrer ça un petit peu, comme ça si ça vous intéresse, vous pourrez aller vous inscrire. J'aime bien le nom déjà, tout à fait, La Tartine, c'est rigolo. Hein. C'est rigolo. C'est un nom, je trouve, qui claque bien et on s'en souvient, quoi. Donc, c'est très orienté Jamstack, je vous le dis. C'est un peu le pitch de la newsletter. Manu, si jamais tu veux compléter, évidemment, n'hésite pas dans le chat. Et donc, grosso modo, voilà comment ça se présente. Donc, il y a une petite partie introductive, on va dire. Il y a un tweet de la semaine. Donc là, par exemple, sur celui-ci, le tweet de la semaine, c'est le responsable de Vercel, du coup. Donc, Vercel, qui est une application, enfin, une solution d'hébergement très liée à React, d'ailleurs. Et qui annonce l'arrivée imminente d'une nouvelle version de TurboPack, par exemple. Donc TurboPack, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un bundler, voilà, une espèce de compilateur, on va dire, concurrent à Webpack et beaucoup plus performant. Et donc voilà, nouvelle version qui est imminente, et donc ça c'était annoncé, donc ça c'est le tweet de la semaine. Ensuite il y a une partie, la question de la communauté, donc là par exemple c'était qu'est-ce que... Bon, comme c'est une des premières newsletters, je pense qu'il commence d'abord par des questions un peu d'ordre généraliste, et puis ça se spécifiera au fil des semaines. Qu'est-ce que la Jamstack et en quoi est-elle différente des architectures traditionnelles en développement web? Donc là il y a tout un dossier là-dessus. Et ensuite, donc ce que j'aime bien, c'est que, alors j'ai bien aimé le titre, quelques snacks pour la route, où en gros on donne des petites infos qui par-ci par-là pour que vous soyez tenus au courant. Donc par exemple, l'une des premières infos, c'était, je sais pas comment ça se dit Chisel, on va dire Chisel Strike à la française. Qui annonce le passage en bêta de Turso, une base de données ultra légère qui peut tourner sur le réseau Edge. Alors ça par exemple, moi j'ai découvert ça hier, je trouvais ça très très cool. Donc on peut voir l'article d'ailleurs, Turso. Et alors je regardais ça. En fait, si j'ai bien compris, c'est un genre de... C'est un peu comme si on faisait un... Attends. Turso, je vais marquer Turso Edge. Ah ben c'est là. C'est une base de données un peu... c'est comme un CDN pour la base de données en gros. Je trouve ça très rigolo. Ouais, en gros vous pouvez déployer une base de données et la déployer sur un peu partout sur le territoire, un peu à la manière d'un CDN. Très cool. Ok, après il y avait quoi comme autre actu? Next.js passe en version 13.3 et apporte son lot de nouveautés. Ajout de métadonnées via des fichiers. Ce qui simplifie la gestion du SEO, génération d'images Open Graph dynamique et plein de nouveautés qui font envie. Ensuite, le monde des frameworks JavaScript est en pleine évolution. Après Next, Astro annonce son passage en version 2.2, ok. Possibilité d'héberger des assets sur un CDN externe, et une amélioration de l'API image, ok. Strapi nous propose un tutoriel pour optimiser les performances des sites basés sur son CMS. Un article de Burger King également qui explique comment est-ce qu'ils gèrent, comment eux ils gèrent en fait, comment ils délivrent en fait de l'information à plus de 20 millions d'utilisateurs via Sanity, qui est un CMS. Et puis qu'est-ce qu'on a, et on termine avec un petit tuto. Voilà, donc cette newsletter je la trouve très très cool. N'hésitez pas à aller vous inscrire si jamais la Jamstack et la partie technique vous intéressent. Je vous poste le lien directement dans le chat. Hop, voilà. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est en train d'être remonté, c'est la 2e ou 3e édition. Donc ça va continuer petit à petit et s'améliorer. Mais en tout cas, c'est très très prometteur. Voilà, on me fera peut-être des petits focus, une section La Tartine dédiée justement à l'actu Jamstack si jamais ça vous intéresse. Est-ce que j'ai raté des commentaires ? Ah voilà, Manu qui met, on se cherche encore un peu sur la ligne éditoriale, mais a priori on va axer plus pour les techs, et donc on va aller plus dans les détails de la tech. Voilà. Donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de Jamstack, mais pas exclusivement quoi.
Oups, je pensais que c'était un jeu de mots, la notion extreme programming et le fait qu'on aura des conditions extrêmes avec l'épuisement des ressources. Hello Toine qui nous rejoint. Coucou à toi. Voilà pour cette petite actualité. On enchaîne rapidement avec une actu sur laquelle on va pas passer 2 heures, mais au moins vous serez au courant. LinkedIn qui va proposer des badges de certification. Donc c'est un peu la mode en ce moment sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, le réseau social professionnel a déployé un système de vérification avec des badges que les utilisateurs pourront obtenir gratuitement pour prouver leur identité et leur emploi. Donc voilà, je lis rapidement. Il est désormais possible d'être certifié sur LinkedIn. Le réseau social a déployé mercredi un système de vérification sur sa plateforme, mais à la différence de Twitter, Facebook et Instagram, les utilisateurs n'ont pas à payer pour obtenir un badge de certification. Nous croyons que la certification devrait être pour tout le monde sur LinkedIn. C'est pourquoi chaque fonctionnalité sera disponible et gratuite pour nos membres. Donc voilà, après il y a plusieurs types de vérification, mais en tout cas il est possible entre autres de permettre aux entreprises d'identifier effectivement et de valider certains de leurs employés. Donc voilà, ça sachez que ça fait partie des choses qui ont été déployées très récemment. Élitisme à son paroxysme, dit Sony. C'est effectivement un point de vue. Je ne réagirai pas plus là-dessus parce que j'avoue que j'ai pas suffisamment de recul, mais voilà. On enchaîne du coup avec une autre petite actu liée à l'IA. On va passer rapidement dessus. Voilà, j'ai pas envie de trop vous casser la tête par rapport à ça, mais sachez que l'Italie du coup. Très récemment, donc l'équivalent du CNIL un peu, mais côté Italie, a bloqué l'accès en fait aux outils d'OpenAI. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez dû voir passer très probablement durant ces derniers jours. Ça a pas mal fait parler. Mais là, on serait un petit peu en pourparlers puisque, voilà, je dirais que la législation italienne, enfin le gouvernement s'est vite rendu compte que les gens contournaient tout simplement via des VPN ou autre. Et donc là, c'est un peu plus dans la négociation. Donc on va voir rapidement ce qui est demandé. Sony qui met niveau UX finalement, Twitter, c'est vraiment du bullshit où tout le monde finalement à la check blue, ça sert plus à rien. Alors, c'est compliqué. Moi, j'avoue que le truc, c'est que je pense aussi qu'en termes de reco, tu vois, c'est ce qu'on lisait aussi, c'est qu'il y avait que là, par exemple, ils favorisaient, pendant ils ont open sourcé, je sais pas si tu as vu, mais ils ont open sourcé l'algo Twitter en expliquant un peu quels étaient les critères en fait qui étaient importants pour pouvoir remonter et avoir des points bonus, on va dire, pour pouvoir être mis en avant sur Twitter. Et tu vois, typiquement, le Twitter Blue te favorise en fait. Si jamais tu as l'abonnement de Twitter Blue, tu gagnes quelques points supplémentaires pour que tes messages apparaissent. Et pareil pour l'onglet For You, donc pour la découvrabilité par exemple, tu ne peux apparaître dans l'onglet For You que si tu es abonné, si tu es abonné à Twitter Blue. Ce qui veut dire qu'en gros, si jamais tu ne payes pas, il n'y a que les gens qui viennent en fait de par ailleurs et qui s'abonnent à toi qui peuvent te voir apparaître en fait. Concrètement, c'est ce que ça veut dire. Après, bon, je pense que si vraiment ton tweet fait un gros buzz, voilà, mais t'as pas ce côté découvrabilité, c'est-à-dire que les gens qui vont sur l'onglet For You, ou pour toi en français, et qui ne sont pas abonnés à toi, techniquement ne te voient pas passer. Donc moi, c'est ce que je disais, moi je trouve ça un peu désolant de voir un truc comme ça, parce que en fait, ça veut dire que en théorie, la création de contenu, que ce soit sur quel que soit le réseau, tu favorises les gens qui vont produire du contenu de qualité, qui vont apporter, parce que le réseau social, ce qui attire, c'est le contenu qui est créé. Si demain tu as du contenu qui n'est pas de qualité, les gens ne viendront plus, tu vois. Et en fait, là, Twitter est en train de privatiser complètement le truc. Voilà, il y a un côté, je trouve, discriminatoire, on va dire, financièrement discriminatoire. Et c'est très problématique, quoi. Parce qu'en fait, on va juger ton contenu et tu vas être poussé que en fonction de si tu payes, quoi.
Donc voilà, après, ce que tu peux me dire éventuellement comme, comme contre-argument, c'est que ça existait déjà. Par exemple, ben, tu payes pour avoir de la pub, tu payes avec du Google Ads, ce genre de truc, ben forcément c'est plus poussé. Donc c'est pareil, il y a aussi une notion de financier là-dedans. Mais là, je trouve que c'est, ça devient vraiment dur, quoi. Enfin, je trouve que Twitter, vraiment, je comprends le fait de vouloir rentabiliser, mais je trouve que toute la philosophie réseaux sociaux de départ est en train de s'émietter, mais tout réseau confondu, hein, où vraiment, euh, tu sens que, je sais pas, au niveau modèle économique, c'est très très vacillant, et du coup, ils essayent de trouver des solutions, et voilà, et aujourd'hui, c'est à celui qui paiera le plus pour pouvoir être vu, quoi. Et je trouve que ça pousse à la enfin à la, je sais pas si ça se dit, la crétinité, quoi. Ça pousse les gens à devenir débiles, quoi, parce qu'en fait c'est pas tant le contenu de qualité qui va être favorisé, c'est voilà, demain tu vas faire une vidéo où tu te balades en slip. À partir du moment où tu pousses et que tu donnes de l'argent et que ton truc est poussé, ben voilà, et les gens vont regarder que des vidéos de toi en slip, tu vois. Par contre, si jamais tu fais une vidéo un peu intéressante sur un sujet, un contenu un peu précis et qui apporte quelque chose, ben ça va rester dans les tréfonds de l'algo et personne ne te verra jamais, et voilà, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve, franchement, la création de contenu, j'avoue que bah, maintenant que j'en fais à titre professionnel, je me rends compte un peu de certains méfaits. Et ouais, les réseaux poussent pas forcément, je trouve, à faire du contenu justement de qualité, mais beaucoup plus à faire de la masse en fait. Et c'est un peu dommage, quoi. Merci beaucoup du follow, Candy. Bienvenue à toi. Candy Blossom. Olivier qui met si le but est de faire de Twitter un WeChat, ça a du sens malheureusement. Ouais, c'est un peu ce qui est censé arriver, mais bon. Sony qui met franchement, j'ai vraiment l'impression que l'algo de LinkedIn est le plus sain. Ouais, alors à voir comment ça va évoluer. Ce que j'avais lu un peu, c'est qu'en gros LinkedIn c'était un peu, tu vois, à l'ancienne, dans le sens où en gros il favorisait un truc, enfin je sais pas les termes, mais c'était un algo vraiment de réseau, en mode tu vas voir en fait ce que tes amis voient, etc. Tu vois, la notion de amis en fait, et de se dire l'un de mes contacts va liker un post, hop, ça va ressortir, etc. Et en fait, du coup, il y a un côté viral qui visiblement fonctionne bien. Par contre, quand tu as cette notion de for you, tu vois, par exemple, c'est-à-dire que l'algo détecte tes intérêts et te pousse du contenu, si véritablement c'est fait sur tes intérêts, ok, why not, c'est cool parce que ça va te permettre de découvrir des nouveaux comptes que tu connais pas, mais en fait, en réalité, derrière, j'ai l'impression que l'aspect financier est bien plus important que véritablement les critères de ça peut m'intéresser, et du coup, c'est là que le bas blesse, quoi, tu vois. Olivier, peut-être que enfin l'ère des réseaux sociaux est finie, fini les radios libres, bonjour les radios industrielles, les radios indépendantes et podcasts pour le petit public. Ben, c'est un peu, tu vois, la philosophie Twitch, hein. Twitch, honnêtement, c'est un peu à l'ancienne, quoi. C'est la rue, quoi, Twitch. C'est en mode, si jamais tu t'as pas trop de mécanismes de découvrabilité, et si jamais les gens, ce que tu dis leur plaît, ils reviennent, et sinon, ben, ils se cassent, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu ce qu'il y a ici, quoi. Manu qui met un skip TikTok en Chine pousse des vidéos de science, alors qu'en Europe et aux US, ils poussent des vidéos de gaming qui dansent. Ouais, non, mais j'avais lu ça aussi, ouais. Que TikTok, c'est pas le même contenu. Ouais, c'est un peu un secret de polichinelle, ça. En gros, ils abrutissent un peu ailleurs, mais par contre, en Chine, bon, il faut savoir dans quelles conditions ça a été fait. Peut-être aussi qu'ils sont un peu contraints par le gouvernement chinois. Moi, je n'ai pas les détails de tout ça, mais effectivement, ouais, c'est un peu ce qu'il leur est reproché d'ailleurs là sur l'affaire avec les États-Unis, hein. C'est un peu ça fait partie des arguments. Olivier qui met en problème de LinkedIn, c'est que le nombre des gens qui veulent se connecter à toi juste pour grossir leur compte, l'algo peut être bon, mais avec un réseau de mauvaise qualité, bof. Ça, c'est un truc que j'ai toujours dit, typiquement sur Twitter. Il y a des gens qui n'arrivent pas à utiliser Twitter et autres, et moi je leur dis, mais ça va dépendre aussi de la qualité des comptes que vous suivez. Si vous êtes hyper regardant sur ce que vous suivez, là ça devient un outil très puissant. Moi j'ai plusieurs comptes Twitter, et en fonction de quel sujet je veux, et je sais qu'il y en a certains par exemple sur lequel un like c'est un like, quoi. Vraiment je sais exactement à quel endroit je vais liker, je sais qu'est-ce que je vais follow, etc. Et franchement j'ai des feeds qui sont relativement propres et j'arrive à voir passer des choses trop cool, quoi. Par contre effectivement si tu vas
follow des trucs hyper généralistes, je sais pas moi, des 01net, siècle digital et autres, c'est sûr que ça va te flouder au taquet parce qu'eux ils produisent à mort et voilà. Donc il y a aussi ton utilisation, c'est sûr. Xavier, j'ai 0 troll ou truc chelou sur Twitter. Ben voilà, tu vois, donc c'est que tu dois être un peu comme moi. Tu dois faire gaffe à ce que tu follow. Twitch, clair, pour moi, c'est encore la radio libre en dehors des grosses industries. Quoique, quand tu vois les grosses chaînes de TV arrivent avec un contenu formaté et limité avec le temps, 1 heure pile par exemple, sans profiter des avantages de Twitch. Ouais, bon après, il y en a beaucoup qui se sont cassés la figure aussi. Des grosses. Comment dirais-je, je sais plus, il y avait BFM TV ou autre là qui pareil, ont vu que ça montait à fond Twitch et en fait ils n'ont pas du tout adhéré à la philosophie Twitch et je pense qu'encore ça fait partie de ces réseaux qui sont un peu préservés de par la population en fait qui l'utilise et qui a une vraie philosophie derrière tout ça quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Les gros streamers deviennent comme la télé finalement. Ben, après voilà, les plus gros ils ont d'autres enjeux mais les gros ça représente quoi, c'est 1%, même pas, genre t'as peut-être 90 ou 95% de gens qui font de la création dans leur coin. Et ce qu'on disait avec Sin, des fois, franchement, il y a des trucs. Sin, c'est une personne qui était là d'ailleurs en début de stream et qui fait partie de ma commu. Franchement, il y a des fois, on passe à côté de certains. Il m'a épousé un gars qui était un mathématicien. Le mec, c'était une tronche comme pas permis. Il fait des streams parce que ça l'éclate. Et genre, il a 30 personnes alors qu'il devrait en avoir je sais pas combien, le gars. Et voilà, et c'est ça que je trouve de cool des fois sur Twitch, c'est que tu peux tomber sur des petites pépites comme ça. Donc ça, c'est pas mal, quoi. Bon, allez, les amis, on ferme un peu sur ce sujet-ci. Je suis désolé, on a pas mal dérivé. On parlait de OpenAI en Italie. Je pense qu'on va zapper parce que je vois que le temps tourne. Ou alors je vais très rapidement... Allez, je vais très rapidement aller sur le paragraphe qui nous concerne. Donc, grosso modo, l'Italie est OK pour rouvrir plus ou moins OpenAI à certaines conditions. Donc, ce qu'on leur demande, les mesures que l'on attend de la part d'OpenAI, mettre en place des avertissements pour dissuader les personnes mineures de créer des comptes, mettre en œuvre avant le 31 mai un système de vérification de l'âge, lancer une campagne d'information d'ici le 15 mai par le biais de la radio, la télé, les journaux et Internet afin d'informer les individus sur l'utilisation de leurs données personnelles pour l'entraînement des algorithmes. Voilà, et donc du coup, OpenAI n'a pas attendu pour pouvoir réagir. La semaine dernière, l'entreprise a exposé un long communiqué sur son approche de la sécurité de l'IA. Elle a révélé travailler sur un système de vérification de l'âge des utilisateurs lors de leur inscription. Elle a aussi précisé qu'il fallait être âgé de plus de 18 ans ou en avoir 13 avec un accord parental. Et au total, OpenAI n'a que 18 jours pour se mettre en conformité avec l'ensemble des demandes italiennes. En cas de non-respect, l'autorité pourrait appliquer de nouvelles sanctions à l'entreprise. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire que l'affaire suit son cours par rapport à tout ça et que potentiellement ça va se débloquer côté Italie. Mais si vous voulez mon avis, je pense qu'ils sont un peu... c'est un peu de la poudre aux yeux. Je pense qu'ils ont bien vu que leur règle n'a pas servi à grand chose. Et même le blocage au niveau FAI, les gens ont contourné avec un VPN et puis let's go quoi. Tout simplement. Je pense. L'Italie, des gens du gouvernement disent aussi que l'interdiction était trop rigide, ça sert à rien, au contraire. Ouais. Et puis surtout, je pense qu'ils ont voulu peut-être créer un mouvement qui n'est pas venu, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'autres... Enfin, il y a quelques États qui ont... Je sais pas s'il n'y avait pas le Canada, il y a quelques États qui ont un peu fait la même chose, mais en réalité, il n'y a pas eu un mouvement de plein d'États qui ont suivi l'Italie, quoi. C'était un peu en mode, ok, je me jette dans l'eau, enfin, je me jette dans le trou, on va voir si les gens me suivent ou pas, et il n'y a pas grand monde qui a suivi. Autre info, sachez que ça bouge aussi pas mal, je vous avais parlé de ça. Les sites de charme, du coup, YouPorn, RedTube, etc., qui actuellement sont dans le viseur du gouvernement français. Et alors pour être plus précis, c'est pas vraiment le gouvernement français, c'est l'Arcom du coup, qui est donc une agence de régulation, on va dire, de la communication audiovisuelle et numérique. Et du coup, ils avaient déjà mis en demeure justement 2 sites, YouPorn et RedTube, qui sont des sites assez connus dans ce milieu-là. Ils ont mis en demeure 3 autres sites et ont poursuivi un peu leur action. Et en fait, ce qui est reproché, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle, on va dire, à l'entrée de ces sites pour préserver tout simplement les mineurs. Et puis, il faut rappeler que c'est du contenu qui, en théorie, est interdit aux mineurs.
Pourquoi est-ce que ça va être intéressant de suivre ce type de comment dirais-je, d'affaires et que ça risque de faire jurisprudence? Tout simplement parce que il est question d'une espèce d'identité numérique, enfin je dirais de majorité, enfin un genre d'attestation en fait pour attester que vous êtes bien majeur. Alors je pense que c'était un peu plus loin dans l'article que c'était indiqué, où ils disent que, ben, en gros, concrètement, comment est-ce que l'ARCOM imagine de pouvoir contrôler l'identité et donner accès. Alors ils parlent à un moment donné, ouais, ils disaient qu'il y a une piste qui était creusée de l'empreinte de la carte bancaire qui était envisagée. Seulement, je pense qu'une empreinte de carte bancaire, c'est quand même je dirais, c'est assez personnel, quoi. Ça veut dire que les gens devraient entrer leur carte, en fait, pour bien attester qu'ils sont majeurs. Bon, je sais pas, je suis pas sûr que ça passe énormément au niveau des utilisateurs. En revanche, il précise qu'il s'oriente sur une application mobile dédiée qui serait conçue par un tiers et qui agirait comme une interface entre l'internaute et le site pour limiter l'exposition des données personnelles. Donc concrètement, en gros, il bosse sur une appli. Alors, je sais pas si c'est l'ARCOM, si c'est l'État français qui est-ce qui gère ça, mais une appli en fait officielle sur laquelle il faudrait se connecter pour pouvoir obtenir en fait un certificat comme quoi on est bien majeur et pouvoir accéder à certains sites. Et là où c'est intéressant, c'est que si jamais ça se met en place sur ce site, cette typologie de site, on peut s'attendre à ce que ça se propage sur plein d'autres sites et qu'on doive être obligé finalement de devoir justifier de son identité, justifier surtout d'être majeur pour accéder à tel ou tel site. Et bon, c'est un peu contraire, on va dire, enfin pas contraire, mais ça va un peu à l'encontre, on va dire, de la philosophie internet très ouverte qu'on a connue jusqu'alors. Donc voilà, sachez que l'affaire suit son cours. J'en avais déjà parlé, je crois, sur une précédente matinale. Ben, c'était lors de la mise en demeure des deux premiers. Là, il y a 3 autres sites qui ont été mis en demeure. Et visiblement, ben, les 2 premiers, ils risquent très prochainement d'avoir un blocage purement et simplement, en fait, parce qu'ils n'ont pas mis en place en fait ce qu'il fallait, quoi. C'est un peu ce que dit cet article de Numérama. Voilà, grosso modo. Ensuite, je voulais vous partager autre chose. J'ai perdu. Alors attendez, 2 petites secondes, les amis. Je voulais vous partager une ou 2 ressources que j'ai vues. C'est celle-ci. Voilà, j'ai vu passer ça. Donc, c'est un site qui s'appelle Free4Dev. Plutôt intéressant, donc là c'est plus pour les gens de tech, et qui en gros va vous lister tout un tas de ressources gratuites auxquelles accéder en fonction c'est une espèce de méga repo, on va dire, et donc vous avez tout un tas de thématiques, des fonts par exemple, donc les polices d'écriture, les CMS, les repos artefacts, des API, etc. Et après, par typologie, vous avez accès à tout un tas d'outils gratuits qu'on vous répertorie. J'ai trouvé ça plutôt bien fichu. C'est toujours bien d'avoir ce genre de choses de côté, parce que des fois, quand vous faites des recherches ou autre, voilà, j'aime bien partager ce genre de petites ressources. Donc je vous mets ça dans le chat rapidement. Hop, comme ça vous pourrez aller creuser.